Passons maintenant à l'analyse de modération en commençant par définir un tel modèle et examiner les procédures qui permettent de l'évaluer. Estimer un modèle de modération à l'aide de la régression linéaire multiple avec le logiciel SPSS et le module Process de façon à élucider deux situations de recherche. Celle où les deux prédicteurs sont dichotomiques, ce sera l'occasion d'ailleurs de faire un parallèle avec l'ANOVA factorielle, et celle où les deux prédicteurs sont plutôt quantitatifs, étant entendu que par la suite, il sera assez facile d'élucider la situation où l'un des prédicteurs est dichotomique et l'autre quantitatif. Le modèle de modération relève de la structure de causalité interactive. L'idée ici est de chercher à savoir si l'effet d'une variable x sur une variable y change, diffère selon le niveau d'une variable modératrice. En particulier, on parlera de modération lorsque l'effet de x sur y s'amplifie, se révèle pour un niveau de la variable contrôle modératrice, alors qu'il s'annule, s'affaiblit pour l'autre niveau de la variable contrôle. Conceptuellement parlant, voilà comment se présente un modèle de modération. Donc ici, la variable modératrice symbolisée par MO modère, spécifie la relation entre la variable x et la variable y. Statistiquement parlant, l'estimation du modèle de modération consiste à estimer l'effet de la variable indépendante x sur y, un tel effet symbolisé par B1, ensuite l'effet de la variable modératrice sur la variable dépendante y, symbolisé par B2, et finalement l'effet de l'interaction entre la variable indépendante x et la variable modératrice sur la variable dépendante y, symbolisée ici par B3. Voilà comment se présente le modèle statistique qu'il est possible d'estimer en suivant une procédure particulière. La première étape consiste à créer un terme d'interaction en multipliant la VI par la variable modératrice. Étant entendu, bien sûr, qu'on peut multiplier trois prédicteurs, mais dans la plupart des cas, on se contente de multiplier la VI et la variable modératrice. Une fois qu'on a fini de créer un terme d'interaction, on a juste à l'inclure dans le modèle de façon à obtenir l'équation de régression du genre, la constante, donc y est égale à la constante a, plus l'effet de x, B1, plus l'effet de la variable modératrice B2, plus l'effet du terme d'interaction B3. Voilà comment se présente l'équation de régression dans le cas où on implique un terme d'interaction. Lorsque le coefficient de régression de l'effet d'interaction x fois la variable modératrice est statistiquement significatif, il y a modération. Mais dans ce cas, il faut décomposer l'effet d'interaction en un effet simple, comme en analyse de variance factorielle. Lorsque l'interaction est statistiquement significative, l'interprétation des effets principaux x et MO n'a plus de sens, puisque ça n'a pas de sens d'avancer que l'effet de x sur y diffère selon les niveaux de la variable modératrice et ensuite de venir analyser les effets principaux du genre les variables x et MO ont conjointement un effet significatif sur la VD. C'est soit l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Et par conséquent, cela n'a pas de sens d'analyser les effets principaux lorsque l'effet d'interaction est statistiquement significatif. Par contre, lorsque l'effet d'interaction n'est pas statistiquement significatif, on se contente d'analyser les effets principaux. Alors, comment décomposer l'effet d'interaction
C'est comme en analyse de variance factorielle, décomposer en effet d'interaction consiste à analyser les effets simples, autrement dit la relation entre x et y à chaque niveau de la variable modératrice. Précisément, tester si les pentes sont statistiquement différentes de 0. L'enjeu étant de découvrir où se situe la relation entre x et y. Une première stratégie assez naïve consiste à scinder l'échantillon en sous-groupes selon la variable modératrice et rouler la relation entre x et y à l'intérieur de chacun des sous-groupes. Mais une telle stratégie estime plutôt différents modèles à l'intérieur de chaque groupe, mais ne nous dit pas est-ce que l'effet de x sur y diffère selon les niveaux de la variable contrôle. Et surtout, une telle stratégie peut occasionner une perte importante d'informations puisqu'on estime des modèles à l'intérieur de sous-groupes définissant l'échantillon ainsi constitué. Et finalement, cette stratégie contribue à une perte de puissance statistique puisque le risque est grand qu'il y ait une inflation de l'erreur type du fait qu'on a simplement scindé l'échantillon en sous-groupes. Et finalement, c'est assez clair que les bonnes revues vont refuser des résultats qui reposent sur cette stratégie consiste simplement à scinder l'échantillon selon la variable modératrice de façon à estimer des modèles à l'intérieur de chacun des sous-groupes. Comment faire alors? Lorsque le modérateur est dichotomique, on estime deux pentes simples simultanément. Autrement dit, on s'intéresse à la relation entre x et y lorsque le modérateur vaut 0, d'une part. D'autre part, l'effet de x sur y lorsque le modérateur vaut 1. Mais tout cela, on le fait simultanément, comme en ANOVA factoriel lorsqu'il s'agit d'analyser les effets simples. Lorsque le modérateur est plutôt quantitatif, eh bien on crée des points focaux à partir desquels on analyse les effets simples ou pentes simples, et ce simultanément. Habituellement, on utilise la moyenne, un écart type en dessous de la moyenne, un écart type au-dessus de la moyenne comme points focaux à partir desquels on procède à l'analyse des effets simples. On peut aussi utiliser les centiles C16, C50 et C84 comme points focaux. Alors pourquoi ces centiles? Parce qu'effectivement, en situation de symétrie, le centile 16 équivaut à un écart type en dessous de la moyenne. Le centile 50 qui équivaut à la médiane serait égal aussi à la moyenne, mais aussi le centile C84 serait égal à un écart type au-dessus de la moyenne. C'est la raison pour laquelle on utilise aussi ces percentiles, en particulier en situation d'asymétrie. L'utilisation des percentiles comme points focaux est très appropriée. Étant entendu qu'on peut utiliser n'importe quel point focaux aussi longtemps qu'il ait un sens, aussi longtemps qu'il aide à répondre à la question de recherche. Étant entendu qu'ultimement, il faut représenter graphiquement l'effet d'interaction, un peu comme en analyse de variance. Mais cela est d'autant plus important ici que dans le cas de la régression, l'interprétation de l'effet indirect est très difficile. Alors c'est pourquoi une bonne pratique consiste toujours à représenter visuellement l'effet d'interaction à partir des valeurs prédites du modèle XY à chaque niveau de la variable modératrice. Alors on va essayer de mettre en application tout cela en s'intéressant à la première situation de recherche, celle où effectivement les deux prédicteurs sont dichotomiques et codés 0, 1. L'exemple est donné ici de l'effet du statut socio-économique sur l'échelle de satisfaction de vie. On veut savoir si cet effet diffère selon l'état de santé. En fait, on reprend tout simplement ici un problème de recherche qu'on avait abordé dans le cadre de l'ANOVA factoriel. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai changé quelques données
de façon à obtenir des résultats un peu plus sensés. Donc ici, la variable dépendante, c'est la satisfaction de vie. Il s'agit d'une échelle allant de 10 à 45. La variable indépendante, c'est le statut socio-économique, qui est dichotomique ici, 0 pauvre, 1 riche. Et la variable modératrice, c'est l'état de santé. Eh bien, conceptuellement parlant, voilà comment se présente ce modèle. Donc ici, on avance on postule que l'état de santé va spécifier, modérer, moduler la relation entre le statut socio-économique et l'échelle de satisfaction de vie. Statistiquement parlant, l'enjeu est d'abord d'estimer l'effet principal du statut socio-économique sur la satisfaction de vie, B1, l'effet principal de l'état de santé sur la satisfaction, B2, et l'effet d'interaction entre le statut socio-économique et l'état de santé sur la satisfaction de vie, soit B3. Puisqu'ici, les deux prédicteurs sont des facteurs dichotomiques précisément, et la variable dépendante quantitative, il est possible d'utiliser l'ANOVA factorielle. Alors, c'est ce que j'ai fait en commençant par sortir la courbe des moyennes illustrant l'effet d'interaction entre le statut socio-économique et l'état de santé. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe qu'ici, les lignes ne sont pas parallèles, ça c'est un, mais aussi qu'il n'y a pas de différence, semble-t-il, entre pauvres et riches si on s'intéresse aux cas malades. Par contre, chez les cas en santé, il semble y avoir une différence non négligeable entre pauvres et riches. Et par conséquent, il semble que le statut socio-économique a un effet sur la satisfaction de vie à la condition d'être en santé. Et que lorsqu'on est malade, la différence entre pauvres et riches s'estompe. Donc, on a l'impression qu'il y a un effet d'interaction ici. Une interaction disordinale, conditionnelle précisément. Pour savoir maintenant si l'effet d'interaction est statistiquement significatif ou pas, il faut procéder à l'analyse de variance factorielle dont voici les résultats. En l'occurrence, la première hypothèse à tester est celle de l'effet d'interaction. On voit bien ici que l'interaction entre statut socio-économique et santé s'avère statistiquement significatif. L'état carré partiel étant de 0,12. Et donc l'effet d'interaction va expliquer 12% de la variation dans l'échelle de satisfaction de vie. Étant entendu que vous avez l'état carré du modèle, ici appelé R2, mais en réalité, il s'agit de l'état carré du modèle, ici qui est de 0,33. Ce qui signifie que le statut socio-économique, l'état de santé et le terme d'interaction expliquent 33% de la variance dans l'échelle de satisfaction de vie. Nous savons que l'effet d'interaction s'avère statistiquement significatif. Mais nous ne savons pas où se situent les différences. Alors pour ce faire, il faut décomposer l'effet d'interaction en analysant les effets simples. Autrement dit, analyser l'effet du statut socio-économique sur la satisfaction de vie à chaque niveau de la variable modératrice. Autrement dit, lorsque santé vaut 0 et lorsque santé vaut 1. Voilà comment se présentent les résultats de l'analyse des effets simples. Donc clairement, lorsqu'on est en santé, l'effet du statut socio-économique sur la satisfaction de vie s'avère statistiquement significatif, l'état carré partiel étant de 0,26 ici. En l'occurrence, le statut socio-économique va aller chercher 26% de la variation dans l'échelle de satisfaction de vie lorsqu'effectivement on est en santé. Précisément, c'est les gens en santé. Alors que lorsqu'on est malade, ici, on voit que l'effet du statut socio-économique sur l'échelle de satisfaction de vie n'est pas significatif, puisqu'on a un F ici de 0,086 qui donne un plus-value de 0,77, qui est certainement plus élevé que le risque maximal d'erreur qu'on peut se donner, soit 0,05. Bref, clairement, nous sommes en présence d'une interaction conditionnelle. Donc, l'effet du statut socio-économique sur l'échelle de satisfaction de vie existe à la condition
d'être en santé. Eh bien, il est possible de retrouver exactement les mêmes résultats en procédant à l'analyse de régression linéaire multiple. Ici, la VD étant quantitative, les prédicteurs dichotomiques, on peut y aller en commençant par estimer d'abord les effets principaux du statut socio-économique et de l'effet de santé. En l'occurrence, on voit bien que le R2 est de 0,24, autrement dit, les deux facteurs, les deux variables indépendantes, vont aller chercher 24% de la variance dans l'échelle de satisfaction de vie. La constante ici est de 17,11, ce qui signifie que l'échelle de satisfaction prédite est de 17 lorsque statut socio-économique et santé valent 0. L'effet du statut socio-économique est significatif statistiquement parlant, puisque lorsqu'on passe de pauvre à riche, eh bien, on s'attend à ce que l'échelle de satisfaction de vie augmente de 7,21 par rapport à 17, la constante. En revanche, lorsqu'on passe de malade à en santé, on s'attend à ce que l'échelle de satisfaction de vie augmente de 5,78, toujours par rapport à la constante 17,11. L'effet de santé est également statistiquement significatif. On a fini d'estimer les effets principaux, reste à inclure un terme d'interaction. Pour ce faire, il faut d'abord créer ce terme d'interaction en multipliant statut socio-économique et santé. En l'occurrence, si vous multipliez 0 pauvre par 0 malade, vous obtenez 0. 1 riche, 0 malade, vous obtenez 0. 0 pauvre, 1 santé, vous obtenez 0. Si vous multipliez 1 riche à 1 santé, vous obtenez 1. De telle sorte que l'effet du terme d'interaction s'interprète en termes de le fait d'être riche et en santé plutôt qu'autrement. Alors, il faut vous souvenir de cette façon d'interpréter l'effet d'interaction lorsqu'on analysera les résultats. Maintenant qu'on a fini de créer le terme d'interaction en multipliant tout simplement la variable indépendante et la variable modératrice, on a juste à l'inclure dans le modèle de régression. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. On se rend compte que le R2 du modèle est de 0,33, soit une augmentation de 0,09 en termes de point de pourcentage, ce qui est quand même pas mal négligeable. Autrement dit, l'inclusion du terme d'interaction rajoute 9% de plus dans la variance expliquée. Alors, voilà comment se présente le résultat du modèle de régression. En l'occurrence, l'effet d'interaction entre le statut socio-économique et l'état de santé s'avère statistiquement significatif et c'est représenté par le coefficient de régression 11,616. Alors, comment l'interpréter? Le fait d'être en santé et riche, plutôt qu'autrement, augmente l'échelle de satisfaction de vie de 11,616 par rapport à la constante. La constante ici, c'est l'échelle de satisfaction prédite lorsque le statut socio-économique et la santé valent 0, soit 20. Eh bien, on se rend compte que 20, c'est exactement la moyenne conditionnelle du groupe pauvre et malade. Donc, précisément, lorsqu'on est pauvre et malade, on s'attend à obtenir une valeur prédite de 20 sur l'échelle de satisfaction de vie. Et donc, ici, on voit que la valeur prédite de la constante équivaut à la moyenne conditionnelle du groupe pauvre et malade. Ensuite, comment interpréter l'effet du statut socio-économique ici? Autrement dit, l'effet principal du statut socio-économique. En fait, les effets principaux s'interprètent d'une façon assez spéciale en présence d'un terme d'interaction. L'effet principal SES, c'est l'effet de SES lorsque santé vaut 0. Et donc, lorsqu'on passe de pauvre à riche, on s'attend à ce que l'échelle de satisfaction de vie augmente de 1,11 par rapport à la constante. Lorsque, bien sûr, santé vaut 0, autrement dit, lorsqu'on est malade. Bien, 20
plus 1,11 donne 21,11, soit aussi la moyenne conditionnelle du groupe riche et malade. De même, comment interpréter l'effet principal de santé? Eh bien, l'effet de santé lorsque statut socio-économique vaut 0. Et par conséquent, lorsqu'on passe de malade à en santé, on s'attend à ce que l'échelle de satisfaction de vie augmente de 0 par rapport à 20. 0 plus 20 nous donne tout simplement la moyenne du groupe en santé et pauvre. Et finalement, le fait d'être riche et en santé augmente l'échelle de satisfaction de vie de 11,616 par rapport à la moyenne, mais aussi par rapport à l'effet du statut socio-économique et à l'effet de l'état de santé. Donc prenez 11,616 plus 0 plus 1,11 plus 20, vous obtenez la moyenne conditionnelle du groupe riche et en santé. Et par conséquent, on voit bien que les moyennes de l'ANOVA factorielle sont similaires aux valeurs prédites. De telle sorte qu'ici, je résume comment analyser les effets principaux en présence d'un effet d'interaction. Étant entendu qu'ici, l'effet d'interaction étant statistiquement significatif, il n'est pas nécessaire d'interpréter les effets principaux. Mais il m'a paru important de vous montrer comment interpréter ces effets principaux en présence de l'effet d'interaction. Comme pour mieux faire le lien entre les moyennes conditionnelles de l'ANOVA factorielle et les valeurs prédites à l'aide de la régression linéaire multiple. Ici, je reprends ce que je viens d'avancer par rapport à la similarité des résultats entre l'ANOVA factorielle et la régression avec modération. En particulier, l'état carré du modèle factoriel est égal au R2 du modèle de régression, soit 0,33. De même, les moyennes conditionnelles sont égales aux valeurs prédites. Étant entendu que l'ANOVA factorielle est une forme de régression avec modération, la régression avec modération est une forme d'ANOVA factorielle. Sauf que la régression est certainement plus générale et flexible puisqu'elle peut accepter des prédicteurs quelle que soit leur mesure. C'est la raison pour laquelle la régression est souvent préférée à l'analyse de variance factorielle, en particulier lorsqu'on travaille avec beaucoup de variables contrôle en particulier. Ici, je reprends une façon d'interpréter l'effet d'interaction. Donc, lorsque le signe de l'effet d'interaction est positif, cela signifie que l'effet de x sur y augmente lorsque la variable modératrice est élevée. Lorsque le signe de l'effet d'interaction est plutôt négatif, cela signifie que l'effet de x sur y diminue davantage lorsque la valeur du modérateur est élevée. Et par rapport à notre exemple, on peut avancer que l'effet du statut socio-économique sur l'échelle de satisfaction de vie augmente plus lorsque l'état de santé vaut 1. Ici, nous avons un B de 11,6, symbolisant l'effet de l'interaction qui s'avère statistiquement significative ici. Et donc, on se rend compte effectivement que l'inclusion du terme d'interaction rajoute 9% dans la variance expliquée par rapport aux effets principaux analysés ici. Par conséquent, l'état de santé modère spécifie la relation ici entre le statut socio-économique et l'échelle de satisfaction de vie, étant entendu que si l'effet d'interaction n'était pas significatif, on se contenterait d'analyser tout simplement les effets principaux. Ici, l'effet d'interaction étant significatif, eh bien, l'interprétation des effets principaux n'a plus de sens. L'effet d'interaction étant donc statistiquement significatif, il faut chercher maintenant à le décomposer de façon à voir où se situe
la relation. Malheureusement, SPSS ne permet pas de décomposer un effet d'interaction en effet simple ou effet conditionnel. Pour ce faire, il faut utiliser encore une fois le module process. Voilà comment se présente la fenêtre contextuelle de process. Donc sous Y, on met la variable dépendante satisfaction. Sous X, la variable indépendante SES. Et sous modérateur, on met la variable modératrice, en l'occurrence santé. Le numéro de modèle correspondant à un modèle de modération est le numéro 1 dans la liste de modèles stipulés dans la documentation de AISE. Alors, étant entendu que la VI ici et la variable modératrice peuvent être de nature multicatégorielle, et bien dans ce cas, vous avez juste à signifier au logiciel voici nos variables et voici les catégories de référence de chacune des variables catégorielles, et le logiciel va se charger automatiquement de créer des variables factices. Mais vous pouvez aussi créer vos propres variables factices et les inclure dans le modèle directement, ou bien laisser le logiciel le soin de créer des variables factices pour vous. Le plus important pour prendre le contrôle, c'est de spécifier la catégorie de référence de façon à obtenir des effets en conformité avec vos attentes. Alors, il est possible d'inclure aussi des variables contrôle, par exemple le sexe, si on avait des informations sur cette variable. Étant entendu qu'on peut aussi inclure une deuxième variable modératrice dans le modèle, de façon à avoir un terme d'interaction multipliant deux variables modératrices et la variable indépendante. Généralement, on va se contenter tout au plus de deux variables modératrices. Alors ici, on a une seule variable modératrice pour simplifier. Mais voilà, si on clique sur OK, on voit apparaître les résultats de process. En particulier, ici, on nous résume le modèle, en particulier le R au carré, qui est de 0.33 ici. L'interaction entre le statut socio-économique et l'état de santé s'avère statistiquement parlant, étant entendu que process crée automatiquement le terme d'interaction. Donc ici, on retrouve bien sûr le même plus-value, 0.033 que précédemment. L'intervalle de confiance de l'effet d'interaction ne contenant pas la valeur 0, c'est le signe, encore une fois, qu'on est en présence d'un effet d'interaction statistiquement significatif. Étant entendu que ici, on nous présente le changement du R2 lorsqu'on inclut le terme d'interaction à la suite des effets principaux. Donc on voit bien que le R2 augmente de 0.9 en point de pourcentage par rapport au R2 du modèle incluant seulement les variables indépendantes et modératrices. Étant entendu bien sûr que le changement du R2 est statistiquement significatif. Et finalement, le plus important, c'est les résultats de la décomposition de l'effet d'interaction. C'est ça l'avantage en particulier de process, c'est qu'il est possible de décomposer l'effet d'interaction. Alors ici, on a santé, lorsque ça vaut 0, malade, et lorsque ça vaut 1, en santé. Et donc clairement ici, on se rend compte que l'effet du statut socio-économique sur l'échelle de satisfaction de vie existe à la condition d'être en santé. Donc on a un plus-value de 0.001 et qu'effectivement, lorsque santé vaut 0, autrement dit lorsqu'on est malade, eh bien l'effet du statut socio-économique sur l'échelle de satisfaction de vie s'avère non statistiquement significatif, étant entendu que l'intervalle de confiance ici contient la valeur 0, qui signifie l'idée de nullité d'un effet. Mais voilà l'intérêt du module process lorsqu'on procède à l'analyse de modération. Donc c'est un module qui permet de décomposer l'effet d'interaction en effet conditionnel ou effet simple. Et process nous sort également les valeurs prédites en fonction de différents scénarios
associées au prédicteur. En particulier, ici, vous avez les valeurs catégorielles du statut socio-économique, les valeurs catégorielles de l'état de santé et les valeurs prédites de l'échelle de satisfaction de vie par rapport à ces différents scénarios. En particulier, lorsque statut socio-économique vaut 0, autrement dit, lorsqu'on est pauvre et malade, on s'attend à avoir une satisfaction moyenne de vie de 20. Lorsqu'effectivement on est riche et malade, satisfaction de 21. Lorsqu'on est pauvre et en santé, 20. Et lorsqu'on est riche et en santé, on s'attend à avoir 32 sur l'échelle de satisfaction de vie. Bien, nous venons d'obtenir exactement les mêmes valeurs que nous avions estimées tout à l'heure à la main, mais aussi les mêmes moyennes conditionnelles obtenues dans le cas de l'analyse de variance factorielle. Connaissant ces valeurs prédites, eh bien, on peut les représenter visuellement à l'aide d'un graphique. C'est ce que j'ai fait à l'aide d'Excel, de façon à obtenir ce qu'on appelle le graphe visualisant l'effet d'interaction, autrement dit les valeurs prédites. Et on voit bien effectivement ce graphique est similaire, autrement dit le graphe visualisant l'effet d'interaction est similaire au graphe visualisant l'effet d'interaction à partir des moyennes conditionnelles. Et voilà comment estimer un modèle de régression linéaire multiple avec modération dans le cas d'une situation de recherche où les deux prédicteurs sont de nature dichotomique. Que se passe-t-il maintenant lorsque les deux prédicteurs sont de nature quantitative? Eh bien, l'exemple est donné ici de l'effet de la lecture de livres obligatoires sur les résultats scolaires. Est-ce que cet effet est différent selon la présence au cours? Alors, on peut penser que plus le nombre de livres lus dans une session est important, plus on performe. Mais que cette relation peut être modulée, spécifiée par la présence au cours. Autrement dit, l'effet du nombre de livres lus sur la performance scolaire est d'autant plus important lorsque le nombre de présences en classe est important. Donc ici, les deux prédicteurs, autrement dit livres et présence étant quantitatifs, donc on a des échelles de 0 à 4 pour livres, 6 à 20, il est possible effectivement d'estimer un modèle de régression linéaire multiple. Et voilà comment se présente le modèle conceptuel. En particulier, on suppose que la présence en classe spécifie, modère la relation entre le nombre de livres lus et la performance scolaire en termes de notes. Statistiquement parlant, on cherche à estimer l'effet principal du nombre de livres lus sur note, soit B1, l'effet principal de la présence sur note, B2, et l'effet d'interaction entre livre et présence sur note, soit B3. Lorsqu'effectivement on travaille avec deux prédicteurs quantitatifs, il est souvent recommandé de centrer les prédicteurs par rapport à leurs moyennes respectives. Autrement dit, pour le prédicteur X, autrement dit la variable indépendante, vous prenez chaque score moins la moyenne de cette variable. De même pour la variable modératrice, vous prenez chaque score moins la moyenne de la variable modératrice, de façon à centrer les scores autour de 0. Alors, pourquoi procéder à un tel centrage lorsqu'on travaille avec des prédicteurs quantitatifs? En fait, lorsqu'on inclut dans un même modèle et la VI quantitative et la variable modératrice quantitative et l'interaction entre les deux variables, il y a certainement un risque de multicollinarité. L'effet de l'interaction étant corrélé aux deux variables sur la base desquelles cet effet d'interaction est calculé. Et surtout, lorsqu'on procède au centrage, on facilite l'interprétation des effets principaux en présence de l'effet d'interaction. Et dans certaines situations,
le fait de ne pas centrer les prédicteurs quantitatifs peut poser un problème de convergence. Autrement dit, le logiciel peut ne pas converger, en particulier lorsque le modèle est très complexe. Et donc, une bonne pratique consiste à procéder au centrage avant de créer le terme d'interaction, étant entendu que d'autres chercheurs vont plutôt préférer convertir les scores en score Z. Autrement dit, après avoir centré par rapport à la moyenne, ils vont relativiser par l'écart type, de façon à obtenir des scores standardisés. Il faut dire que les deux stratégies, autrement dit, le fait de centrer ou bien le fait de centrer et de réduire, c'est deux stratégies qui se valent. Mais l'avantage du centrage, c'est qu'il donne un même coefficient de l'effet d'interaction que la situation où les prédicteurs ne sont pas centrés. Alors que lorsqu'on centre et réduit par l'écart type, autrement dit, lorsqu'on convertit en score Z, on obtient un coefficient de l'effet d'interaction qui sera différent du vrai coefficient, autrement dit du coefficient illustrant l'effet d'interaction entre les variables originelles. Par conséquent, ce n'est même pas obligatoire de procéder au centrage ou bien à la standardisation des scores Z, mais c'est une bonne pratique, en particulier pour limiter les risques de multicollinarité. Alors, on va commencer par centrer nos deux prédicteurs avant de créer le terme d'interaction. Donc, je sors les stats descriptives du nombre de livres, ce qui me donne une moyenne de 2. Donc, je prends les scores de livres, moins 2, la moyenne étant 2. Voilà comment centrer. Donc, compute ces livres égale livre moins 2. Donc, je centre chaque score de livre par rapport à la moyenne 2. Je fais de même pour la variable nombre de cours suivis, dont la moyenne est de 14.1. Donc, je prends les scores de présence moins la moyenne 14.1, de façon à obtenir ces présences, autrement dit, présence centrée. Une fois que j'ai fini de centrer les deux prédicteurs, je peux créer le terme d'interaction en multipliant tout simplement ces livres par ces présences et s'assurer que les moyennes respectives des deux prédicteurs ainsi centrés soient égales à 0. Et donc on le voit bien ici. La moyenne de ces livres est égale à 0. La moyenne de ces présences aussi est égale à 0. Voilà l'intérêt de centrer les prédicteurs. C'est effectivement de ramener les scores de telle sorte qu'ils varient autour de la moyenne. Ici, 0. Une fois qu'on a fini de créer le terme d'interaction des variables prédictrices ainsi centrées, on peut l'inclure dans le modèle de régression. Alors ici, j'ai opté pour un modèle hiérarchique. Donc, dans une première étape, j'inclus seulement les deux prédicteurs de façon à obtenir les effets principaux. Et dans une deuxième étape, j'inclus plutôt ces livres. Effets principaux qui s'avèrent statistiquement significatifs pour ce qui est de ces livres et de ces présences. Par la suite, j'inclus le terme d'interaction. Ces livres multipliés par présence, terme d'interaction qui s'avère statistiquement significatif. Alors, comment interpréter ici le terme d'interaction? Le coefficient de régression étant positif, lorsque le nombre de livres augmente, la performance scolaire augmente, mais à la condition que la présence au cours soit élevée. Autrement dit, le nombre de livres lus augmente la performance scolaire lorsqu'effectivement la présence en classe est importante. Voilà une façon d'interpréter l'effet d'interaction entre le nombre de livres lus et la présence en classe. Étant entendu que le modèle d'ensemble incluant le terme d'interaction donne un R2 de 0.40. Et donc on voit bien effectivement que 7 points en pourcentage se sont rajoutés à la variance du modèle incluant seulement les deux prédicteurs. Il y a donc un effet d'interaction statistiquement significatif. Reste maintenant à le décomposer de façon à voir où se situe
la relation en particulier. Donc ici, je reprends ce que je viens d'avancer par rapport à l'interprétation de l'effet d'interaction. En particulier, ici, le coefficient étant positif, l'effet du nombre de livres lus sur la performance scolaire augmente plus lorsque la présence en classe est élevée. Alors, reste maintenant à décomposer l'effet d'interaction en effet simple ou effet conditionnel de façon à voir où se situe la relation entre X et Y. Encore une fois, ça prend process. Alors, vous avez note sous Y, ces livres sous X et ses présences, la variable modératrice sous modérateur. Étant entendu qu'ici, c'est toujours le modèle 1 qui permet d'estimer un modèle de modération. Étant entendu que au niveau des options, il y a une possibilité que le logiciel centre automatiquement les prédicteurs. Donc, il n'est même pas nécessaire que nous centrions nous-mêmes les prédicteurs. Le logiciel peut le faire automatiquement. Il suffit juste de le spécifier en cliquant sur Options. Alors, dans notre cas ici, je n'ai pas jugé nécessaire de le faire puisque j'avais fini de créer des prédicteurs centrés. Alors, j'ai directement inclut ces prédicteurs centrés dans le modèle. Mais j'aurais pu, à la place de mettre ces livres, j'aurais pu mettre livre directement, la variable originale. À la place de mettre ces présences, j'aurais pu mettre directement présence. Et signifier au logiciel à partir de cette option de nous centrer les prédicteurs. Et bien sûr, on obtiendrait certainement les mêmes résultats. Voilà qui est intéressant avec Process. Étant entendu aussi, à travers options, on peut signifier au logiciel de nous sortir les valeurs prédites de façon à visualiser l'effet d'interaction. Voilà comment se présentent les résultats de Process. En l'occurrence, on retrouve l'effet d'interaction entre ces livres et ces présences qui s'avère statistiquement significatif. L'intervalle de confiance ne contenant pas la valeur 0. Le changement du R2 est de 0.07, on l'a vu tout à l'heure. Ce qui est intéressant, la nouvelle information, c'est que ce changement du R2, à la suite de l'inclusion du terme d'interaction, s'avère statistiquement significatif. Et surtout, le logiciel nous décompose l'effet d'interaction en effet simple ou conditionnel à partir de 3 points focaux. Alors, vous avez ici la moyenne, donc 0.00. Rappelez-vous, la moyenne de nos prédicteurs donnait 0 lorsqu'on a fini de centrer. Donc ici, on a ces présences, qui est la variable modératrice. 0, c'est la moyenne. Moins 4.2776, c'est un négatif en dessous de la moyenne. Et 4.2776, c'est un négatif au-dessus de la moyenne. Donc voilà les 3 points focaux à partir desquels on analyse les effets conditionnels ou effets simples. Alors on va y aller. On se rend compte effectivement que lorsque la présence au cours est moyenne, autour de 0, l'effet du nombre de livres lus sur la performance scolaire est statistiquement significatif. De même, lorsque la présence au cours est importante, on a un négatif au-dessus de la moyenne, effectivement, l'effet du nombre de livres lus sur la performance scolaire s'avère statistiquement significatif. Par contre, lorsque la présence au cours est faible, précisément un négatif en dessous de la moyenne, eh bien, l'effet du nombre de livres lus sur la performance ne s'avère pas statistiquement significatif. Et par conséquent, plus la présence au cours est importante, plus l'effet du nombre de livres lus sur la performance scolaire sera important. Voilà comment analyser les effets conditionnels. Étant entendu, ici, on a opté pour des points focaux en termes de la moyenne, plus ou moins, mais on aurait pu opter pour les centiles aussi. Alors, une autre façon de décomposer l'effet d'interaction, une autre façon autre que les 3 points focaux, est d'utiliser ce qu'on appelle la méthode Johnson-Neyman, qui nous dit précisément à partir de quel point de la variable modératrice quantitative l'interaction est significative, ou bien entre quel point cette interaction est statistiquement significative. Et donc, ici, on a la variable présence, la variable modératrice. On se rend compte qu'à partir
du score moins 0.96, rappelez-vous que ces scores sont des scores centrés. Donc à partir du score moins 0.96, on commence à obtenir un effet du statut socio-économique significatif sur la performance. Donc significatif, 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 ainsi de suite, ainsi de suite. Étant entendu que moins 0.96 équivaut précisément à 13 présences au cours. Autrement dit, si on devait retourner à la variable originale, autrement dit, à partir de 13 présences au cours, l'effet du nombre de livres lus sur la performance est statistiquement significatif. Par contre, lorsque le nombre de présences est inférieur à moins 0.96, précisément à 13 présences, on se rend compte que le nombre de livres lus n'a pas d'effet statistiquement significatif. Et voilà l'intérêt de la méthode Neyman. Voilà comment se présentent les valeurs prédites. En particulier, pour la variable C présence, on a un négatif en dessous, moins 4.28. La moyenne qui est de 0 et 4.28, c'est la présence élevée. Pour ce qui est de ces livres, moins 1.43, c'est un négatif en dessous de la moyenne. 0, c'est la moyenne, bien sûr. Et 1.43, c'est un négatif au-dessus de la moyenne. À partir de là, on peut plus facilement interpréter les résultats. En l'occurrence, ici, on a ces livres, ces présences et les valeurs prédites de notes. En l'occurrence, lorsque le nombre de livres lus est faible, en tout cas un négatif en dessous de la moyenne, et que la présence au cours est également faible, en tout cas moins 4.2776 en dessous de la moyenne, on s'attend à ce que la note prédite soit de 54.45. En revanche, lorsque le nombre de livres lus est très élevé, en tout cas se situe à 1.43, autrement dit un négatif au-dessus de la moyenne, et que la présence au cours est de 4.2776, autrement dit à un négatif au-dessus de la moyenne, on s'attend à ce que la note prédite soit de 77.75, 8, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, on peut représenter visuellement ces valeurs prédites à l'aide d'Excel et vous avez devant vous ce magnifique graphique que j'ai construit tout simplement à l'aide d'Excel. Et donc, clairement, on voit que l'effet du nombre de livres lus sur la performance est d'autant plus important lorsque la présence au cours est élevée ou bien au moins moyenne. Et que lorsque la présence au cours est faible, eh bien, l'effet du nombre de livres lus sur la performance scolaire ne s'avère pas statistiquement significatif. Voilà, nous venons de visualiser l'effet d'interaction. Alors, sans ce graphique, il serait très difficile d'interpréter aisément l'effet d'interaction contenu dans le modèle de régression. C'est la raison pour laquelle une bonne pratique consiste toujours à représenter visuellement cet effet d'interaction à partir des valeurs prédites qu'on peut obtenir à l'aide du logiciel Process en particulier. Alors ici, je reprends une façon d'interpréter les résultats et quelques remarques sur l'analyse de médiation et de modération. Lorsqu'on procède à de telles analyses, alors il est important de conduire des sondes post-hoc de façon à sonder l'effet médiateur et l'effet modérateur. En particulier, lorsqu'on procède à l'analyse de médiation, une bonne pratique est de tester la signification statistique de l'effet indirect en utilisant la méthode la plus robuste, c'est-à-dire la méthode du bootstrap, qu'on a fini de voir, mais aussi évaluer la taille de l'effet processuel en utilisant les bêtas tout simplement. Lorsqu'on procède à l'analyse de modération, une bonne pratique consiste à tester la signification statistique des effets simples ou effets conditionnels ou, si vous voulez, pente simple de façon à retrouver où se situe la relation à l'intérieur des différents niveaux de la variable modératrice. Étant entendu que lorsqu'ici la variable modératrice est dichotomique, on peut utiliser les deux sous-groupes comme points focaux. Lorsque la variable modératrice est plutôt quantitative, on utilise 3 points focaux, par exemple la moyenne plus ou moins l'écart type, ou bien les percentiles 16, 50 et 84. Étant entendu que la méthode de Johnson, Neyman va
apporter plus de précision par rapport à l'estimation des effets conditionnels. Important aussi d'évaluer le changement du R2, précisément de combien en termes de variance expliquée, de pourcentage de variance expliquée, l'inclusion du terme d'interaction ajoute-t-il au modèle incluant seulement les deux prédicteurs. Et bien sûr, représenter graphiquement l'effet d'interaction à partir des valeurs prédites, puisque le coefficient de l'effet d'interaction, on l'a vu, est très difficile à interpréter. Nous venons donc de voir ensemble comment conduire une analyse de médiation d'une part et une analyse de modération d'autre part. Eh bien, il est possible de combiner ces deux types d'analyse dans un même modèle. Dans ce cas, on parle de conditional process analysis. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de chercher à savoir si un modèle médiateur est modéré par une variable modératrice ou pas. Et donc, on s'intéresse à la médiation modérée. Donc, deux concepts clés de la médiation modérée, effet indirect conditionnel et effet direct conditionnel. Pour illustrer ces deux concepts statistiques qui sont au fondement de l'analyse de médiation modérée, on s'intéresse à l'effet du stress économique sur les intentions de retrait chez les entrepreneurs américains. Donc, plus on vit une situation de stress économique, plus on est tenté de se retirer de l'entrepreneuriat. Mais cette relation peut être interprétée par les symptômes dépressifs. En l'occurrence, en situation de stress économique, on a tendance à être dépressif, ce qui peut avoir un effet sur les intentions de quitter, par exemple, le milieu de l'entrepreneuriat. Il y a donc un effet médiateur de dépression dans la relation entre stress économique et intention de retrait. Mais cet effet médiateur peut être modéré, en particulier par les liens sociaux. Le stress économique a un effet positif sur la dépression seulement lorsque les liens sociaux ne sont pas forts. Et que lorsque les liens sociaux sont forts, cette composante sociologique sera un facteur de protection. Et donc ici, la variable modératrice modère le chemin A. Mais cette variable modératrice peut aussi modérer l'effet direct. Le stress économique a un effet sur les intentions de retrait lorsqu'effectivement les liens sociaux ne sont pas forts. Et que lorsque les liens sociaux sont forts, eh bien le stress socio-économique n'affecte pas les intentions de retrait. Voilà ce qu'on appelle médiation modérée. Ici en particulier, on a un effet indirect conditionnel et un effet direct conditionnel. Le propre d'une analyse de médiation modérée, et un tel modèle peut facilement être estimé à l'aide de process. Étant entendu, bien sûr, qu'on a d'autres modèles tout aussi complexes, en particulier lorsque la variable modératrice modère seulement le chemin A. Donc on parle ici d'effet indirect conditionnel, ou lorsque cette variable conditionnelle modère seulement le chemin B, toujours effet indirect conditionnel, étant entendu que cette même variable modératrice peut modérer le chemin A et le chemin B. Un autre modèle qui montre une variable modératrice qui modère le chemin A et une autre variable modératrice qui modère le chemin B. Et finalement, ce modèle qui montre que la variable indépendante à la fois modère le chemin B. Donc autant de modèles assez complexes qui peuvent être mis en pratique à l'aide du module Process. Donc il y a l'avantage d'être gratuit, donc c'est très accessible en termes de logiciel, mais surtout avec Process, il est très facile et rapide d'estimer un modèle de médiation ou un modèle de modération ou même un modèle de médiation modérée. Étant entendu qu'avec Process, il est également possible d'estimer
ces modèles dans le cas d'une variable dépendante dichotomique. L'intérêt principal de Process est de pouvoir aider à explorer des modèles simples, mais aussi avancés, mais que lorsqu'on va vouloir plutôt valider des modèles scientifiquement, on a peut-être intérêt à utiliser des logiciels spécialisés, autrement dit des logiciels de modélisation comme M+, qui non seulement vont exploiter toute l'information contenue dans les données analysées, mais aussi ce sont des logiciels qui sont beaucoup plus souples pour des modèles avancés. Mais somme toute, Process est un bon choix lorsqu'on procède à l'analyse de médiation et de modération ou bien à l'analyse de médiation modérée. Mais qu'on peut encore faire mieux avec un logiciel comme M+, donc je vais vous introduire à partir de la semaine prochaine de façon à ce que vous en ayez une première approche. Mais voilà, ça va être tout pour la leçon d'aujourd'hui. Merci.